est le premier adversaire de Spider-Man? On serait tenté de dire le Docteur Octopus ou le Bouffon Vert, mais non. Le premier qu'il affronte, c'est le Caméléon. Véritable maître de l'illusion, il peut prendre l'apparence de n'importe qui. Sur le papier, c'est une menace. Il découvre l'identité secrète de l'araignée et devient Peter Parker pour s'approcher de sa famille et l'éliminer. Heureusement, Tante May flaire le coup, elle empoisonne son verre d'eau et... fin. Et bah voilà, plutôt faible comme méchant en fait. Mais depuis, Spider-Man en a affronté près de 200. Si certains sont redoutables et ont même réussi à le vaincre, ils ne sont pas tous parfaits. Entre adaptation ratée, histoire désuète et pouvoir complètement nul, on découvre aujourd'hui les pires méchants de Spider-Man. L'erreur de Spider-Man 3. Les années 2000, c'est l'âge d'or des films de super-héros. Après une période pauvre de près de 10 ans, les studios s'adaptent et proposent enfin de nouvelles choses. Le secret, des personnages plus profonds, des méchants avec de meilleures motivations et de meilleurs effets numériques. Le meilleur exemple, c'est les Spider-Man de Sam Raimi, mes préférés. Quand le premier sort en 2002, le succès est immense. Plus de 6 millions d'entrées en France, le film de super-héros le plus rentable avant d'être dépassé par Avengers Endgame en 2019. Si le film est aussi bon, c'est surtout pour l'alchimie entre Spider-Man et le Bouffon Vert, un méchant charismatique qui cache en réalité Norman Osborn, le père du meilleur ami de Peter. On le voit monter en puissance, sa personnalité change au cours du film et il devient une menace autant pour l'araignée que pour Peter Parker. Ce jeu entre vie réelle et super-héros, c'est trop bien. Pour le deuxième volet, on applique la même formule. Cette fois, le méchant c'est le Docteur Octopus, le professeur de Peter, qui jusque-là était un fidèle allié. Voilà pourquoi est-ce que les premiers films de la saga sont cultes, validés autant par le public que par les critiques. Alors, comment est-ce que c'est possible d'être autant à côté de la plaque pour le troisième? Eh bien, la réponse, c'est Sony. Spider-Man 2 n'est même pas encore sorti qu'il demande à Sam Raimi d'écrire encore 2 histoires supplémentaires. Dans la première version du réalisateur, les méchants, c'est l'homme sable et le vautour. Mais pour le boss de Marvel à cette époque, ça ne passe pas. Il avait pourtant donné carte blanche au réalisateur pour les 2 premiers films, mais là, il lui impose un nouveau méchant, Venom. La raison, il est très apprécié du public, surtout des jeunes, et Sony voulait faire du merchandising autour de lui. Le film sort et on se retrouve avec 3 méchants en un seul coup, l'homme sable, Venom, mais aussi Harry Osborn qui devient le nouveau Bouffon Vert. C'est le chaos, les méchants se marchent dessus et les histoires de chacun sont bâclées pour tenir tout dans la durée du film. Sam Raimi lui-même déclare le résultat final horrible et manquant d'entrain. Le premier vilain qu'on découvre, c'est l'homme sable. Flint Marko s'échappe de prison pour retrouver sa fille malade, mais il tombe dans un accélérateur de particules qui transforme la texture de son corps en sable. Alors oui, la séquence est magnifique et en plus c'est un bon méchant, mais il est assez mal utilisé. Il est trop dans le pathos et l'émotion, mais sans vrai développement, ça fonctionne pas. Comme dans les premiers films, les scénaristes tentent de mettre un lien entre Sandman et Peter, ici c'est le meurtrier de l'oncle Ben. Sauf que dans le premier film, on voit l'homme qui le tue et c'est pas lui, c'est le cambrioleur, un vilain minime connu dans les comics. Ça crée une vraie confusion chez le spectateur, ça n'a juste pas de sens. Allez, au moins ils vont se rattraper sur Venom, c'est le méchant principal, mais non. 2 séquences de combat et des transformations, on ne le voit que 10 minutes. Surtout que à chaque fois quand il doit parler, Venom révèle le visage de son hôte Eddie Brock. Ça vient du fait que Sam Raimi aime laisser le visage de ses acteurs apparents dans les moments cruciaux pour qu'on voit leurs émotions, mais du coup on le voit encore moins. En même temps, adapter Venom sur le grand écran, c'était un pari. Adoré par les fans, il est assez complexe, pas simplement méchant, il peut porter secours aux gens qui le jugent innocent. Du coup, quand on annonce des films solo pour raconter l'histoire du symbiote, allez c'est parti, c'est la hype, et bah non, toujours pas. Seulement 30% d'avis favorables sur Rotten Tomatoes pour le premier, une catastrophe. Ce que les fans reprochent, c'est l'absence de violence. Les films sont classés PG-13 pour que tout le monde puisse les voir, résultat, aucune scène choc. On voit presque pas de cadavres, aucune goutte de sang, et au mieux on a genre Venom qui dévore la tête d'un ennemi dans l'ombre. Ça pourrait être suffisant, mais même là, c'est montré qu'à moitié. Ça va trop vite et on se rend même pas compte de la folie sanguinaire que ça aurait dû être. Autre gros point noir, blague, symbiote, vous l'avez, le film tente d'être drôle du début à la fin. La relation Eddie Brock et Venom dans le film, c'est juste de l'humour de sitcom. Comme beaucoup de films de super-héros en ce moment d'ailleurs. Il mise sur un ton léger avec plein de blagues dans les trailers pour attirer le plus de monde possible. Alors que dans les comics, si Venom nous fait rire, c'est surtout par son manque de considération vis-à-vis du carnage qu'il crée. C'est drôle parce que lui ne voit pas le problème, pas parce qu'il fait des blagues. Mais le vrai problème, c'est que c'est plus un méchant en fait. Le symbiote et Eddie Brock ne sont pas écrits comme des anti-héros et pour le bien de la narration, ils affrontent quelqu'un d'encore plus méchant qu'eux. Donc ils sont juste des gentils en fait. Aucun rapport avec ce qui faisait pourtant la force de Venom. Et quand on voit les films suivants, ça ne s'améliore pas.
Quand Sony sabote sa propre licence. Après l'échec critique de Spider-Man 3, les studios décident de rebooter la saga et nous offrent 2 nouveaux films. 3 vilains encore jamais vus au cinéma sont annoncés. Malheureusement, les retours sont mitigés malgré un succès commercial. Les méchants sont fades, jamais une vraie menace pour Peter, plus occupé à gérer sa relation avec Gwen Stacy. Dans le premier film, il affronte le lézard, un scientifique qui s'injecte un sérum pour récupérer son bras, mais ça le transforme en gros reptile pas content, et ça s'arrête là. Il veut transformer l'espèce humaine en la faisant évoluer en reptile plus résistante. Ouais, on a vu mieux comme motivation. Déjà, ce qui lui fait défaut, c'est son apparence. C'est un mix entre Voldemort et un T-Rex. Les producteurs veulent le rendre plus réaliste, faire de lui un vrai lézard en s'éloignant d'une version plus scientifique présente dans les comics. Mais au-delà de la forme, c'est le fond qui pêche réellement. En 2 scènes dans Across the Spider-Verse, il est mieux traité que dans tout Amazing Spider-Man. Ici, il est trop humanisé. On veut nous le faire passer pour une victime qui ne mérite pas ce qui lui arrive. On est censé avoir de la peine, mais comme Sandman, c'est trop forcé, ça marche pas. Surtout que dans les comics, il a des histoires bien plus profondes. Il dévore son fils Billy Connors pour devenir plus puissant, fait des tests sur des sujets humains et contrôle une armée de reptiles. La saga intègre Electro dans le second film, mais c'est encore un échec. Il est présenté comme un loser solitaire qui travaille chez Oscorp, mais quand il obtient ses pouvoirs, il se venge d'avoir toujours été ignoré. Ça aurait pu marcher si Electro avait 13 ans et qu'il était encore au collège. Mais là, on n'y croit pas du tout. Il se braque parce que Spider-Man ne le reconnaît pas, les deux s'affrontent et ça donne ça. Il est renvoyé à Ravencroft pour être étudié, on ne le revoit que pour l'affrontement final, et comme si un méchant ne suffisait pas, ici aussi on a 3 vilains. Aux 3/4 du film, le bouffon vert fait son apparition, beaucoup moins impressionnant que dans les films de Raimi. Ici, les producteurs l'ont ajouté en vitesse pour justifier la mort de Gwen Stacy et reprendre l'histoire du comics. Et dans la scène finale, c'est le Rhino qui débarque, il va affronter l'araignée, et fin, temps d'écran 3 minutes, nouveau record. Le souci avec cet opus, c'est qu'on sent qu'il existe juste pour préparer les films suivants. On aperçoit Gustave Fier, un vilain connu pour être un cerveau du crime organisé. Il veut monter une équipe pour affronter Spider-Man. On le voit passer devant les costumes d'Octopus et du Vautour. Ça nous tease les Sinister Six pour les prochains films, mais non. Le projet est annulé pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles serait que le PDG de Sony à cette époque n'avait pas aimé le désistement d'Andrew Garfield sur un événement de communication et aurait annulé son contrat pour finalement rebooter la saga une nouvelle fois. Si les méchants traités dans les films n'ont pas tous fait l'unanimité, c'est à cause des choix d'adaptation. Dans les comics, ils sont bien plus terrifiants. A l'inverse, certains ont gagné en crédibilité sur grand écran. C'est le cas du Vautour qu'on voit dans Homecoming et dans Across the Spider-Verse. Il est bien traité dans les films, devient un temps le beau-père de Peter. On retrouve le travail de personnage qui avait fait la qualité de la première saga. Pourtant, il revient de loin. Dans les comics, il souffre d'une mauvaise image à cause de son costume, mais surtout de son âge. Spider-Man l'envoie carrément en maison de retraite dans l'une de ses aventures. Donc si certains ont eu le droit à un glow-up au cinéma, d'autres attendent toujours leur tour. Les pires adversaires de Spider-Man. Est-ce que vous connaissez le spoiler? Non, pas le mot, mais le premier méchant à apparaître dans la série Spidey Super Story de 74. C'est le mal en personne. Who else but the spoiler? Son objectif, ruiner la journée des gens. Essayez d'emmerder le monde. Tu manges une glace, il l'écrase. Tu te balades avec ton chien, et allez, un panneau chien interdit. Finalement, Spider-Man le confronte, il l'envoie dans un mur, et c'est réglé. Voilà, les années 70, c'était une autre époque. C'est pas le seul méchant que la série nous a offert. Si je vous dis Queen Bee, vous pensez à Ladybug? Pas du tout. Non, celle-là, elle veut diriger le monde en tant que reine des abeilles. Elle vit dans une grande ruche en plein New York et elle peut contrôler les humains pour en faire ses esclaves. Spider-Man n'a même pas réussi à la battre. Pendant leur combat, elle arrive à prendre la fuite et Spidey repart bredouille avec quelques piqûres un peu partout. Si vous voulez sa version évoluée, voici Swarm, ou l'essaim. Mais on va pas dire ça, pour des raisons évidentes. Il apparaît pour la première fois dans The Champion de 77. Fritz von Meyer, un scientifique allemand dont le corps est totalement composé d'abeilles. Sur le papier, il est assez impressionnant, mais pour le battre, Spidey recouvre son costume d'insecticide et c'est gagné
génial. Ça l'a tellement calmé que Swarm change de camp et il finit par bosser avec Ant-Man. Chez Marvel, ils ont une vraie passion pour les méchants inspirés d'animaux. Déjà, le Grizzly, de son prénom Maxwell Markham, un ancien catcheur professionnel à qui on donne un costume de Grizzly qui augmente sa force et son endurance. Avec ça, il se pense invincible, mais Spider-Man le corrige 2 fois de suite. Pour lutter contre l'araignée, le Grizzly forme alors un groupe de super vilains qui va semer la terreur sur New York, la Ligue des Losers. Dedans, il y a le kangourou, le gibbon et la tâche. On va y revenir. Le Quatuor arrive finalement à capturer Spider-Man, mais il le relâche parce que selon leurs propos, c'est un bon gars. Après ça, le groupe s'embrouille, ils se séparent et ça part totalement en vrille. Le Grizzly et le gibbon font équipe avec Spider-Man pour arrêter d'autres criminels et le kangourou devient joueur de basket avant de se tourner vers une carrière de super-héros en Australie. La tâche est le seul à avoir eu son heure de gloire dans Across the Spider-Verse où il est trop stylé. Mais dans les comics, c'est pas du tout ça. Il est mort 3 fois des mains de Tombstone, Elektra et Wolverine et il a été bloqué dans sa propre dimension pendant des années. C'est sûr, il mérite sa place dans la Ligue des Losers. Mais le boss des animaux, c'est Ctilok, alias Chicken Cow, le mix entre une vache et un poulet. Considéré comme un dieu par les hommes des terres sauvages, il hiberne pendant des centaines d'années jusqu'à l'époque de nos héros. Quand il se réveille, il se bat d'abord avec Hulk pendant plusieurs jours, et c'est seulement parce qu'il se fait aider par Spidey qu'ils arrivent à en venir à bout. Autre méchant parmi les pires de Spider-Man, Typeface. Ancien combattant de la guerre du Vietnam, Gordon Smith se retourne aux États-Unis en ayant tout perdu. Pour survivre, il se trouve un travail comme publicité ambulante dans les rues. Ça fonctionne un temps, mais l'entreprise se fait racheter et Smith est renvoyé. Pour lui, c'en est trop. Il s'écrit des lettres sur le visage et devient Typeface. Alors il a pas de bras robotique ou de planeur, non, son arme c'est un alphabet géant qu'il peut vous jeter dessus. Il commet d'abord quelques petits actes de vandalisme et décide de passer un cap, se venger de l'homme qui l'a fait renvoyer. Alors évidemment ça échoue, Spider-Man arrive au bon moment, mais quand l'araignée se fait attaquer par le symbiote hybride, Typeface change de camp. Ok mon pote, ça a servi à rien. Autre bon candidat, Big Will, une des plus grosses blagues de la licence. Jackson Will est un businessman qui se fait écarter de son entreprise. Il veut se venger et demande au bricoleur de lui donner une arme. Son surnom c'est Big Will, littéralement la grosse roue, donc il se fait construire une grosse roue. Bon ok, c'est pas complètement nul, il y a des armes dessus et avec il peut escalader des immeubles. Sauf que le truc c'est que c'est un homme d'affaires, il a aucune expérience de méchant et au premier virage il tombe d'un toit et finit au fond d'une rivière. La fin d'une légende. Mais le boss des mauvais méchants, c'est Jason Massendale. 3 identités de vilains différents, 3 échecs. À l'origine, c'est un ancien marine qui est recruté par la CIA pour devenir un agent. Ses résultats sont bons, mais il se fait renvoyer parce que jugé trop violent par ses supérieurs. Pour survivre, il devient mercenaire. Il enfile une citrouille sur la tête et se fait appeler Jack O'Lantern. Mais vivre de petits contrats ne lui suffit pas. Il fait assassiner Ned Leeds, qu'il pense être le super bouffon, pour prendre sa place. Le souci, c'est que Jason, il n'a aucun pouvoir, il a pas d'aptitude surdéveloppée, et du coup, il se fait démolir par Spider-Man. Pour remédier à ça, il fait un pacte avec le démon Nastirite dans lequel il échange son âme contre les pouvoirs. Le truc c'est que faire un pacte avec un démon, c'est jamais bon. Rapidement, la partie de Nastirite qui est en lui prend le dessus, il devient le démon gobelin et il quitte le corps de Jason, le laissant à nouveau sans pouvoir. Il termine en prison, le vrai super bouffon lui rend visite et le tue. Une fin bien triste pour un vilain qui s'est imposé nulle part. Ces méchants, on a peu de chance de les voir un jour au cinéma. Pas assez impressionnant, trop peu de choses à raconter, pas sûr qu'un film sur le morse ou l'iguane attire les foules. Et pourtant, Sony nous prépare une histoire autour d'un des méchants les plus rincards de l'homme araignée, l'Hypno-Bustler. De son vrai nom Antoine Desloin, il apparaît pour la première fois dans Peter Parker's Spectacular Spider-Man 24 de 78. Leader d'un groupe de rock, il hypnotise les foules grâce à la musique. Un soir, Spider-Man est dans la salle et comprend que le groupe est immunisé grâce aux oreillettes qu'il porte. Pour les arrêter, il les enlève et le groupe s'hypnotise lui-même et voilà, c'est fini. Des fois faut pas chercher compliqué hein. S'il est souvent considéré comme un des pires méchants de l'araignée, c'est aussi à cause de son look vintage complètement dépassé. Mais avec Donald Glover dans le rôle principal, connu pour sa super performance dans Atlanta, on peut espérer une nouvelle version du vilain en accord avec son époque. Spider-Man, il existe depuis plus de 60 ans. Des méchants, il a eu le temps d'en affronter, c'est bien normal si certains ne sont pas au niveau, ils finissent oubliés dans les esprits de tout le monde. Mais pourquoi Mysterio est un meilleur vilain que le mur par exemple? Bon, la réponse semble évidente, l'un c'est un maître des illusions, coupable d'avoir révélé l'identité de Spider-Man dans le MCU, et l'autre, c'est un mur. Surtout ce qui différencie un bon d'un méchant vilain, c'est sa backstory, le traitement qui lui est accordé et
qui justifie la menace pour un héros. Et quand on regarde bien, les origines entre méchants et gentils, c'est souvent la même chose, la souffrance. La différence, c'est comment il l'utilise. Pour le vilain, il a souffert donc il doit faire souffrir le monde, là où le héros veut l'empêcher parce qu'il sait ce que c'est de souffrir. Avec les nouveaux jeux, films et séries à venir, des méchants, on va encore en découvrir beaucoup dans les années à suivre. Un film sur le chacal, Tombstone ou bien Morlun, ce serait incroyable si c'était bien traité pour le grand écran. Et vous, c'est lequel le pire méchant de Spider-Man? Pour cette vidéo, on ne pouvait pas tous les traiter, alors donnez-nous votre classement dans les commentaires. On espère que cette vidéo vous a plu, la cloche, le like, tout ça, vous connaissez par cœur. C'était Teromic et Nox, à la prochaine.